Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. J'ai demandé à Sharan où est le bébé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru à l'étage. J'étais en panique. J'ai regardé dans notre chambre, dans le grenier. Je courais partout pour trouver le bébé. Elle a couru dans une pièce, moi dans l'autre. J'ai compris que cette chose touchait mon bébé. C'est ici, dans la banlieue de Philadelphie, que Sharan rencontre son mari Gus et qu'ils décident de s'installer ensemble. Entourés de leur famille et de leurs amis, la vie semble vouloir leur sourire. Je m'appelle Sharan et j'habite en Pennsylvanie avec mon mari Gus, nos 4 filles et mon fils Kumar. J'ai été très impressionné par Sharan quand je l'ai rencontrée parce qu'elle élevait seule 3 enfants. Ma mère est un vrai rock. Elle ferait n'importe quoi pour s'occuper de nous. Alors qu'elle n'a pas encore rencontré Gus, Sharan cherche une maison plus grande pour y loger sa famille. À l'origine, nous habitions dans un duplex avec 2 chambres et j'avais déjà 3 enfants. J'ai trouvé cette maison qui avait suffisamment de surface habitable et un grenier aménagé. On pouvait y vivre à l'aise et avoir chacun sa chambre. Je la trouvais parfaite. Elle a emménagé depuis peu lorsque son nouveau voisin lui fait une étrange remarque. Il m'a dit, vous avez dû vous coucher tard hier soir. Je vous ai vu passer derrière la fenêtre et la lumière était allumée. J'ai répondu que non. Mais il a insisté en me montrant la fenêtre de la chambre. Si, je vous ai vu. Je n'étais pas dans la maison. J'ai supposé que c'était l'ancien propriétaire qui finissait de nettoyer. Mais il n'aurait pas pu entrer parce qu'elle avait déjà fait changer les serrures. J'ai une chatte qui s'appelle Samantha. En général, elle est très tranquille. Quand on a emménagé dans la maison, elle a commencé à devenir nerveuse. Quelque chose la dérangeait. Elle miaulait de façon très bizarre. Je me suis dit qu'elle avait peut-être mal quelque part, mais pas du tout. Physiquement, tout allait bien. Je m'appelle Donna, je suis une amie de Sharan et je travaille depuis 18 ans dans une clinique vétérinaire. Le miaulement que poussait ce chat était un miaulement de peur. Un soir, j'étais couchée. Il était tard. Les enfants étaient déjà endormis. Tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas. Juste au-dessus de ma tête, dans le grenier. Ils allaient et venaient. J'ai coupé le son de la télévision. Je les entendais toujours. J'étais seule et j'avais peur. Les nuits passent et Sharan continue d'entendre des bruits en provenance du grenier.
Tous les soirs, elle entendait des bruits de pas. J'ai appelé Gus en lui disant que j'avais l'impression que quelqu'un montait les escaliers. Pour moi, c'était forcément les voisins ou un bruit extérieur. Il m'a dit que ça devait être mon imagination. Et puis je n'y ai plus prêté attention. Des semaines plus tard, Gus emménage dans la maison avec elle et le couple débute une nouvelle vie à deux. Nous avons décidé de nous marier. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Nous étions au 7e ciel en apprenant la nouvelle. Sharon a accouché d'une petite fille, Niva. Nous étions ravis. Nous étions très heureux d'avoir un bébé. Des mois se passent sans incident notable. Un après-midi, je rentrais du lycée. J'étais le premier à la maison ce jour-là. Je suis monté à l'étage. Et j'ai pas pu ouvrir la porte de ma chambre. Elle a pas de serrure. J'ai tourné la poignée, j'ai essayé de pousser pour l'ouvrir. Mais c'était impossible. En rentrant, j'ai essayé de l'ouvrir à mon tour. J'ai appuyé de tout mon poids dessus. J'ai donné des coups d'épaule pour qu'elle cède. On a fini par l'ouvrir et on a vu que ma chaise la bloquait. Mon fauteuil de bureau était coincé sous la poignée pour qu'on ne puisse pas entrer. Elle avait été bloquée de l'intérieur. Sa chambre avait été retournée. Tout était sans dessus-dessous. Ses vêtements, ses guitares, ses livres étaient par terre. Sur le sol, il y avait un cercle fait de casquettes. Au milieu du cercle, il y avait une poupée. Et une des baguettes de batterie de Kumar traversait la poupée. Elle était empalée. Nous avons regardé partout pour vérifier que personne n'était entré par effraction, mais nous savions que c'était très peu probable. Gus m'a dit, c'est forcément Kumar, ce n'est pas moi. Kumar est un garçon très sage en général. Est-ce qu'il essayait de nous faire marcher? Peut-être. C'était pas moi. Il n'y a qu'une seule manière d'accéder à la chambre, c'est la porte d'entrée. Sinon, il faudrait escalader 2 étages pour atteindre la fenêtre. Je ne voulais pas qu'il reste seul dans cette chambre. Alors il a dormi sur un matelas dans notre chambre pendant quelques jours. De nouveau, plusieurs semaines se passent sans qu'il y ait d'incident. Je suis rentré un soir, il n'y avait personne et je suis allé à la cuisine. J'ai pris un verre et j'ai senti quelqu'un surgir derrière moi, entre ma nuque et mon épaule. Ça m'a fichu une peur bleue. Je me suis retourné et j'ai vu cette chose. On aurait dit un nuage de fumée qui aurait une forme humaine. La chose s'est retournée, elle a traversé le réfrigérateur et elle a descendu les escaliers qui mènent au sous-sol. Je l'ai prise en photo avec mon portable. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Gus était sous le choc. C'est le moment qui a tout changé pour lui parce qu'il ne pouvait plus nier en bloc. Ça m'a convaincu. Au fil des jours, les phénomènes prennent de l'ampleur. Il se passait plein de choses dans la maison, ça n'arrêtait pas.
Les lustres se balançaient au plafond. Le grenier était mis sans dessus-dessous. Nous vivions constamment dans la peur. Elle était extrêmement stressée, moi aussi, les enfants aussi, nous étions tous sur les nerfs. Nous n'étions plus nous-mêmes dans notre propre maison. Un matin, nous avions conduit les enfants à l'école. Nous étions seuls à la maison, Gus, moi et le bébé. J'ai mis Niva à dormir dans notre chambre. Je l'ai entourée de coussins pour qu'elle ne tombe pas. Et je suis descendue préparer le déjeuner. 5 minutes plus tard, Gus est monté voir si elle dormait. Je suis entré dans la chambre et le bébé n'y était pas. Je demandais à Sharon, où est le bébé? Mon cœur s'est arrêté. Je suis montée en courant. J'étais en panique. J'ai regardé dans notre chambre, dans le grenier. Je courais partout pour trouver le bébé. Elle a couru dans une pièce, moi dans l'autre. Et puis, dans la chambre de Kumar, j'ai vu un bout de sa couverture rose dépasser de la chaise. Elle était installée dans le fauteuil de Kumar, la couverture posée sur elle. Je l'ai attrapée. J'ai enlevé la couverture, j'ai vérifié qu'elle allait bien. Et puis j'ai explosé en sanglots dans les bras de Gus. Je lui ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Il m'a serré contre lui, c'est tout ce qu'il pouvait faire. C'est une des pires sensations au monde, que de savoir qu'on n'est pas à l'abri dans sa propre maison et que tout peut arriver. Nous en avions assez d'être sur les nerfs, assez que les enfants soient terrifiés. Nous ne pouvions pas rester comme ça. Nous avions besoin d'aide. Sharon et Gus contactent alors l'association paranormale de Pennsylvanie. Je m'appelle Mark Case, je suis le directeur de l'association paranormale de Pennsylvanie qui a été fondée en 2005. Nous avons installé notre matériel. 4 caméras à infrarouge, des enregistreurs de voix numériques, plus 2 caméras à infrarouge fixes. L'équipe procède à une séance de PVE dans la chambre de Gus et Sharon. Les PVE, ou phénomènes de voix électronique, sont considérés comme étant la voix des esprits désincarnés. Paul était assis sur le radiateur. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Y a-t-il un message que vous aimeriez faire passer? La pièce est devenue très très froide. Je suis assis sur le radiateur. Il est chaud et pourtant je commence à avoir froid. 23 degrés 5. 22 degrés 6, 22 5. Selon certains, les esprits s'approprient l'énergie, ce qui fait baisser la température d'une pièce. Si vous veniez près de moi, vous pourriez faire baisser la température. 19 degrés 9. 19 7. Descendons jusqu'à 19. Je sens le changement de température. On est à 19 2. 19 1. Ça fait une sacrée baisse, on était à plus de 23. Et franchement, le chauffage est à fond. Là, on est à 17,5. On a perdu 6 degrés. Puis nous sommes allés dans la chambre du fils. Vous voyez ma torche? Vous pourriez l'éteindre, faut pousser le bouton au bout. Il faut pousser fort. L'interrupteur est un peu dur. Vous pourriez faire ça? Elle s'est presque éteinte. Elle s'est quasiment éteinte. Vous pourriez le refaire? La lumière est devenue de moins en moins vive, jusqu'à s'éteindre complètement. Et puis elle s'est rallumée. C'est bizarre. J'avais changé les piles juste avant de venir. J'ai compris que quelque chose s'amusait avec nous. Il y avait bien quelque chose. Nous avons alors fait venir la famille là où nous avions établi notre QG. Nous avions placé 2 caméscopes dans la chambre des parents et un autre au 2e étage dans la chambre de Kumar.
J'ai vu la caméra pivoter d'un côté à l'autre. Elle a pivoté vers la gauche, puis s'est remise en place. La caméra était montée sur la porte. C'était donc la porte qui s'est ouverte et refermée plusieurs fois. Personne n'aurait pu s'approcher de cette porte sans être filmé par les autres caméras. Nous sommes montés voir ce que ça pouvait être et nous n'avons pas réussi à faire bouger la porte. L'équipe fait alors appel à une médium. Je m'appelle Virginia Santrio. Je suis un trait d'union entre les vivants et les morts. Quand je me rends dans une maison, je ne sais rien de ce qui s'y passe. On me donne l'adresse, c'est tout. On l'a laissé se déplacer dans la maison. Je me suis dirigée vers la salle à manger et la cuisine. J'ai tout de suite senti une énergie de ce côté-là. Puis je suis montée à l'étage et je me suis arrêtée dans la chambre du fils. Cette maison est très ancienne. Il y a énormément d'activités. Il y avait tellement d'activités dans l'air. Vous avez senti? Il y a eu un petit changement. Je sentais l'énergie dans la pièce. Ici, c'est très très fort. Alors j'ai dit, allons, faites quelque chose. Grossière erreur. Tout à coup, j'ai eu l'impression qu'on m'étranglait. Ces entités voulaient se faire connaître. Elles me disaient en gros, c'est chez nous, qu'est-ce que vous faites là? Après cet incident dans la chambre de Kumar, l'équipe poursuit son enquête dans le grenier. Ici. C'est ici. En permanence, c'est très clair. Il y avait de l'activité en abondance. Je sentais qu'elle traversait les murs. J'ai été très impressionnée par Virginia. Elle a tout de suite repéré les endroits les plus actifs de la maison. J'ai senti la présence de plusieurs esprits. Virginia nous a dit que beaucoup de choses qui s'étaient passées dans la maison pouvaient avoir contribué à la présence d'énergie spirituelle ou résidente et que c'était à elle que nous étions confrontés. J'ai fait quelques recherches et j'ai effectivement remarqué que la maison avait changé de propriétaire 5 ou 6 fois sur une période de 5 ou 6 ans. J'ai compris que ce n'était peut-être pas parce que la maison ne leur convenait pas. Peut-être qu'ils avaient peur. D'après ce que la famille nous avait raconté des phénomènes présents, ce que Virginia avait senti et ce que nous avions pu enregistrer avec notre matériel, nous avons conclu qu'il s'agissait d'un poltergeist. Poltergeist est un mot d'origine allemande qui signifie fantôme qui fait du bruit. Différentes choses peuvent provoquer la présence de poltergeist. Ça peut être l'énergie de la maison elle-même, son histoire. Ça peut aussi venir des gens qui habitent la maison. S'il y a des choses stressantes qui se passent dans ce couple, il arrive que les entités le sentent et s'en nourrissent. Ils s'attachent à vous et ne vous lâchent plus. Et plus la famille est effrayée, plus les esprits pensent qu'il s'agit d'un jeu. Il était temps de relâcher ces âmes perdues. Il fallait libérer ces entités. Virginia tente alors d'aider les esprits à passer dans l'au-delà. Elle recommande à la famille de quitter la maison. J'ai allumé une bougie pour qu'ils puissent trouver leur chemin dans l'obscurité. Et puis j'ai commencé à réciter mes prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons fait un peu de méditation. On s'est tous assis à table, les pieds à plat, les mains en l'air, on a fermé les yeux et on s'est relaxé. Concentrez-vous sur le centre. Je vais vous demander d'avancer et de faire confiance à mes anges. J'ai demandé à ces âmes de passer dans l'au-delà, passer au travers de la lumière. Continuez à vous nourrir de cette énergie. Et puis j'ai commencé à me sentir plus légère. Ils étaient donc sur le point de passer dans l'au-delà. Allez en paix. Vous devez aller retrouver vos proches.
J'ai ensuite demandé si quelqu'un voulait se manifester. Il n'y a pas eu de réponse. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Les esprits ont poussé cette famille à contacter quelqu'un en disant « Nous avons un problème, nous avons des entités qui ont besoin d'être libérées ». La famille a été la clé de leur libération. Quand tout a été terminé, j'étais très soulagée. L'atmosphère de la maison était plus agréable. Ça se sentait. Quelque chose avait changé. La maison était de nouveau chaleureuse, on s'y sentait bien. On ne ressentait plus cette pression. On ne se sentait plus oppressé. On n'avait plus peur de ce qu'on allait trouver en ouvrant une porte. Tout ça s'était terminé. Samantha est redevenue beaucoup plus calme. Et nous avons simplement essayé de tourner la page, de reprendre le contrôle de notre vie de famille. Je me sens soulagée. Très soulagée pour les enfants, pour le bébé, pour le chat et pour nous. À plusieurs centaines de kilomètres de là, une petite famille originaire d'Oakville, dans le Connecticut, se retrouve embarquée dans un véritable cauchemar paranormal. Je m'appelle Kimberly, je vis avec mon mari Mark, mon fils Matthew et ma fille Gillian. Mon mari est un homme formidable. Il est pompier de profession. Matthew, mon fils de 9 ans et demi, est un garçon très gai, farceur. Il ressemble beaucoup à son père. Gillian a 8 ans. C'est un peu une mini Kimberly. Et ce qu'on peut dire d'elle, c'est qu'elle adore les animaux. Nous avons 3 chiens. Wiggles, un chihuahua que nous avons recueilli. Sigmund, un petit terrier. Et Riley, un berger australien. C'est un peu mon bébé, mon 3e enfant. En 2003, Kimberly et Mark décident de faire construire une nouvelle maison. Nous l'avons fait construire sur mesure pour nous. C'était très excitant. C'était un nouveau départ. J'espérais que ce serait un endroit où nous pourrions tous partager de bons souvenirs pour les prochaines années. Je travaille pour l'État du Connecticut. Je m'occupe d'enfants. Kim s'occupe d'enfants atteints de maladies mentales. J'aime beaucoup mon travail, même si émotionnellement c'est dur. Mais je pense que si on n'est pas touché par ce qu'on y voit, ce n'est pas la peine de faire ce métier. La teneur émotionnelle de son travail l'affectait beaucoup. Et je pense qu'elle avait besoin de trouver un moyen de se détendre. Pour tenter de se relaxer, Kim se met à écouter des CD de méditation. Au début, j'ai tout de suite senti que ça me faisait du bien de me mettre comme ça dans un état de profonde relaxation. Je dormais mieux, j'étais beaucoup moins sur les nerfs. Un après-midi, alors que Kim médite seule dans la maison, j'ai lancé le CD et la voix nous invite à nous imaginer en train de descendre des escaliers. Au bas de ces escaliers, nous sommes censés nous imaginer dans un magnifique jardin. Mais tout à coup, quelque chose de noir et de très inquiétant s'est rué vers moi à toute vitesse, avec énormément de force, et s'est mis à tourner autour de moi. J'ai eu la sensation d'être étouffée. Cette chose essayait de m'engloutir. les histoires des témoins de l'étrange. À tout juste 20 minutes de la maison de Kim se trouve l'Opéra de Sterling. Cet ancien théâtre, qui a accueilli de nombreux comédiens de renom, est également équipé à la cave de cellules où furent enfermés à une époque les prisonniers de la ville. Après que le bâtiment ait été abandonné pendant des années, des ouvriers qui travaillent à sa réfection affirment aujourd'hui y voir des formes spectrales
et y entendre des applaudissements fantômes. Pour certains, il s'agirait de l'esprit des comédiens disparus ou des prisonniers oubliés dans les entrailles de l'auguste bâtiment. Quelque chose de noir et de très inquiétant s'est rué vers moi à toute vitesse. J'ai senti qu'il avait de mauvaises intentions à mon égard. J'ai tout de suite ouvert les yeux et interrompu la méditation. Quand je suis sortie de ma méditation, je ne savais pas quoi en penser. Je n'avais jamais rien vécu de semblable, du tout, de toute ma vie. Je n'y ai pas prêté attention. Sur le moment, je me suis dit que ce n'était pas bien grave. Comme toute personne rationnelle, j'ai essayé de trouver une explication logique à ce qui s'était passé. C'était peut-être le stress ou autre chose qu'elle ressentait et qui avait déclenché ça. J'ai interrogé des gens qui ont l'habitude de méditer. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce genre de vision. Ça m'a mise mal à l'aise. Alors je me suis dit que si j'arrêtais la méditation, tout reviendrait à la normale. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Peu de temps après, le comportement des chiens a changé de façon très nette. Ils se sont mis à aboyer pour rien, dans le vide, comme pour nous alerter. Ils étaient apeurés. Ils tremblaient comme des feuilles. Il y avait manifestement quelque chose qui les effrayait, et je ne savais pas ce que c'était. Les chiens aboyaient toujours quand je n'étais pas là. J'y ai pas prêté plus attention que ça. Pour moi, c'était normal que les chiens aboient. Kimberly se sent de moins en moins à l'aise dans sa maison. J'ai remarqué un changement dans l'atmosphère. L'air me semblait littéralement plus lourd. Cela faisait 7 ans que nous habitions là et je n'avais jamais ressenti ça. Moi, je ne sentais rien. Il arrive qu'on exagère une situation lorsqu'on s'inquiète trop et notre esprit peut nous jouer des tours. Il pensait en toute sincérité que je ne dormais pas assez ou que mon imagination me jouait des tours. Cette situation a causé beaucoup de tensions entre ma femme et moi. Il n'y avait pas beaucoup de personnes à qui je pouvais en parler. Alors je me suis souvent tournée vers ma cousine Christy. Kim m'a raconté qu'elle avait vécu des choses bizarres en méditant et qu'elle sentait quelque chose d'étrange dans la maison. Je l'ai tout de suite cru. C'est quelqu'un de très honnête. J'étais sûre que ce n'était pas son imagination. J'étais très inquiète chaque fois que je l'avais au téléphone. Surtout la nuit, quand Mark n'était pas là. Un soir, je sortais Riley dans le jardin pour qu'il fasse ses besoins. À ma droite, du côté de la forêt, j'ai entendu un bruit très fort, comme un... et qui se rapprochait de moi. Je ne voyais rien, mais j'avais la nette impression que quelque chose courait vers nous. Et puis, Riley s'est mis à couiner, comme s'il avait été attaqué. Il mordait le vide comme s'il était en train de se battre avec un animal. Alors je l'ai attrapé et je suis repartie en courant à l'intérieur de la maison. J'ai cadenassé la porte et j'ai regardé par la fenêtre. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, mais je ne voyais pas ce que c'était. J'aurais mis ma main à couper que le chien avait vraiment été menacé. Je n'aurais pas supporté qu'il lui arrive quelque chose. J'étais aussi secouée que si l'un de mes enfants avait été agressé. Kim avait la sensation que c'était quelque chose qui dépassait le cadre du normal. Mais sur le moment, je ne l'ai pas cru. Un soir, j'avais couché les enfants.
Et tout à coup, j'ai entendu mon fils crier d'une manière très inhabituelle. Je l'ai trouvé assis sur son lit, avec une expression sur le visage que je n'oublierai jamais. Je lui ai demandé pourquoi il avait crié. Et il m'a répondu, « Maman, il y a des gens qui me parlent. Ils connaissent mon nom. » Ça m'a mis les larmes aux yeux. Il était vraiment terrifié et je ne savais pas comment l'aider. Ce soir-là, il s'est endormi avec les mains sur les oreilles. Il aurait été logique que je me demande si mon fils n'avait pas des troubles psychologiques. Mais j'ai tout de suite su que ce n'était pas ce qui se passait. Quand mon fils nous a dit qu'il entendait des choses, c'est là que je me suis inquiété. Je le connais, je sais qu'il n'est pas du genre à inventer des histoires. Je me suis enfin réveillé. Je me suis dit qu'il fallait que je protège ma famille. J'avais vraiment la sensation que personne n'était à l'abri. Plus question que je laisse mes enfants dormir seuls. Une nuit, mon mari était au travail. Il était tard. Les enfants étaient avec moi dans le lit. Et les 3 chiens étaient sur le lit avec nous. Je me sentais mal à l'aise dans ma chambre ce soir-là. Comme si je me sentais observée. Et à la seconde où j'ai éteint la lumière, quelque chose a attiré mon regard. Il y avait quelqu'un debout dans l'encadrement de la porte. Une forme humaine qui portait une sorte de capuche. Et puis, elle s'est mise à bouger. Elle a contourné le pied du lit. Et puis elle a tourné pour venir de mon côté. J'étais absolument terrifiée. Cette chose que j'avais vue dans mon esprit se trouvait à présent à 1,50 m de mes enfants endormis. Tandis que cette chose étendait son ombre au-dessus de nous, j'ai rassemblé tout le courage que j'ai trouvé en moi et je me suis tournée pour lui faire face. À la seconde où j'ai fait ça, elle a disparu. Kim m'a appelé et m'a dit qu'elle avait vu une silhouette dans notre chambre. J'ai commencé à vraiment angoisser parce que j'étais inquiet pour la sécurité de ma famille. C'est comme si cette maison n'était plus la nôtre. Comme si quelque chose d'autre y avait emménagé sans qu'on l'y invite. Nous ne savions pas de quoi il s'agissait, ni comment nous en débarrasser. J'étais censé être celui qui s'occupe de tout, qui gère les problèmes et les fait disparaître. Mais dans ce cas-là, je ne pouvais rien faire et c'était extrêmement frustrant. C'est à ce moment-là que Mark et moi avons décidé qu'il était temps de faire appel à quelqu'un. Kim et Mark contactent une équipe locale d'enquêteurs du paranormal pour les aider à comprendre ce qui se passe. Je m'appelle Bob Baker, je suis le fondateur de l'association des enquêteurs paranormaux du Connecticut. Je m'intéresse au paranormal depuis 30 ans. En arrivant dans la maison, on a tout de suite senti une présence. L'atmosphère était très lourde. C'était presque difficile de respirer. Plus ça allait, plus c'était fort. Rien que parce que je ressentais sur place, j'étais sûr qu'il s'y passait quelque chose de négatif. Lorsque nous menons une enquête, nous essayons d'enregistrer des preuves de la hantise. Nous avons d'abord fait une séance de PVE dans chaque pièce. Les PVE, ce sont les phénomènes de voix électronique. On considère qu'il s'agit de l'enregistrement numérique de la voix des fantômes. Nous n'avons rien pu enregistrer du tout. Nous avions également avec nous des détecteurs EMF. Ils permettent de mesurer les champs électromagnétiques. Un esprit dégage une énergie électromagnétique qui est détectée par l'appareil. Nous avons mesuré les champs magnétiques dans toute la maison, mais nous n'avons eu aucun résultat significatif. Nous étions déçus que Bob et Rose n'enregistrent aucune preuve des phénomènes.
L'absence de preuves ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité paranormale dans une maison. Malgré l'absence d'éléments, nous avons dit à Kim et Mark que nous les croyions et qu'il se passait effectivement quelque chose dans cette maison. Kim était extrêmement déçu qu'il n'ait pas pu trouver de preuve d'une présence. Christy a fini par s'adresser à une amie à elle, Debra Pesino. Elle est médium intuitif. On espérait qu'elle puisse nous éclairer sur ce qui se passait dans la maison. Je m'appelle Debra Pesino. Je peux communiquer avec les personnes décédées et j'arrive aussi à lire dans les gens. Kim et Mark décident d'assister à l'une des conférences de Debra. Lorsque nous sommes arrivés à la conférence, Debra a demandé à tout le monde de fermer les yeux pour une séance de méditation de groupe. Je me promène dans la salle et je sens des choses. Elle choisissait une personne et elle lui parlait de tous ses proches qui étaient décédés. Les gens étaient absolument estomaqués. Dans l'ensemble, la soirée s'est déroulée comme d'habitude. J'ai transmis des messages bienveillants. Mais lorsque je me suis approchée de l'endroit où était Kim, j'ai senti tout à coup comme une obscurité s'emparer de mon corps. L'esprit maléfique voulait s'approprier toute la conférence. Debra a décrit cette personne comme étant de ma famille. Cette entité masculine était en colère. Je n'avais jamais ressenti une présence comme celle-là dans une conférence, jamais. Elle s'est mise à imiter sa gestuelle et je l'ai tout de suite reconnue. C'était mon grand-père. Son message était « J'ai une dette à régler avec ma famille. Je n'ai pas terminé. » Je suis restée figée sur place, comme si j'avais eu le souffle coupé. Le grand-père de Kim est décédé à Halloween en 2005. Mon grand-père n'était pas quelqu'un de très sympathique. C'était quelqu'un qui se servait des autres et qui intimidait les gens pour les forcer à le respecter. Aujourd'hui encore, alors qu'il est mort, ses enfants ont toujours peur de lui. Je trouvais ça encore plus perturbant d'apprendre que c'était mon grand-père qui hantait la maison. En rentrant chez moi, je suis montée dans ma chambre. Je me sentais attirée vers un certain endroit dans la chambre. Je ne savais pas pourquoi. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué un sac en plastique transparent qui contenait beaucoup des bijoux de ma grand-mère. J'ai commencé à fouiller dedans et je suis tombée sur un bijou que je n'avais jamais vu. Il y avait un pentagramme dessus. J'ai eu la nausée. J'ai instantanément eu envie de vomir. Je me souvenais vaguement avoir récupéré ce sachet et que c'était à peu près au moment où les phénomènes avaient commencé à se manifester. J'ai découvert le comportement de mon grand-père sous un tout nouveau jour. Je me suis alors adressée à d'autres membres de ma famille et à chaque fois, ils me fournissaient une nouvelle pièce du puzzle. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents. Je me souviens qu'il y avait un grand dressing à l'étage qui contenait une sorte de statue, une sorte de bouc avec des cornes, très effrayante. D'autres membres de ma famille se souvenaient d'une Bible satanique qui appartenait à mon grand-père. Chez mon grand-père, il y avait des pièces dans lesquelles personne n'avait le droit d'aller. Personne. Il y avait une porte à la cave que nous n'avions pas le droit de franchir. Il organisait des fêtes avec beaucoup de gens que nous ne connaissions pas et qui avaient l'air de pratiquer des rituels. Cela faisait trop d'éléments concordants pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Mise bout à bout, ces choses indiquaient que mon grand-père pratiquait certainement les sciences occultes. Kim fait immédiatement part de ses révélations sur son grand-père à Bob Baker. J'ai appris que le grand-père pratiquait les sciences occultes et je savais que c'était le genre de choses qui ouvre les portes à toutes sortes d'activités démoniaques. Kim avait eu envie de vomir en trouvant le pentagramme. Il y avait de fortes chances que quelque chose soit lié à ce bijou. N'importe quel objet chargé d'énergie négative placé dans une maison va ouvrir ses portes à toutes sortes de présences néfastes. Lorsque Kim avait débuté la méditation, c'était quelque chose d'agréable. Et puis les choses avaient évolué au fur et à mesure.
Lorsqu'il y a une présence maléfique dans une maison, il vaut mieux éviter de méditer. Lorsque vous ouvrez grand votre esprit et permettez à ces choses-là d'y entrer. Nous savions que nous ne pouvions pas prendre ce risque. Nous avons décidé de pratiquer un exorcisme de la maison. Un exorcisme, c'est une purification de la maison. On récite des prières pour débarrasser la maison des entités maléfiques ou démoniaques qui s'y trouvent. Nous sommes venus avec un évêque et nous avons tout installé. L'évêque a lu les rites d'exorcisme dans chaque pièce. Il les a aspergés d'eau bénite et il a tracé des croix au-dessus de chaque porte avec de l'huile d'onction. Après l'exorcisme, on a senti que la maison était plus calme, que l'atmosphère y était plus respirable. On sentait que la présence avait disparu. Depuis l'exorcisme, tout va beaucoup mieux dans la maison. L'ambiance y est de nouveau légère, paisible, et on s'y sent vraiment de nouveau chez nous. Et c'est quelque chose qu'on n'avait plus ressenti depuis très longtemps. Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. J'ai demandé à Sharon où est le bébé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru à l'étage. J'étais en panique. J'ai regardé dans notre chambre, dans le grenier. Je courais partout pour trouver le bébé. Elle a couru dans une pièce, moi dans l'autre. J'ai compris que cette chose touchait mon bébé. C'est ici, dans la banlieue de Philadelphie, que Sharon rencontre son mari Gus et qu'ils décident de s'installer ensemble. Entourés de leur famille et de leurs amis, la vie semble vouloir leur sourire. Je m'appelle Sharon et j'habite en Pennsylvanie avec mon mari Gus, nos 4 filles et mon fils Kumar. J'ai été très impressionné par Sharon quand je l'ai rencontrée parce qu'elle élevait seule 3 enfants. Ma mère est un vrai rock. Elle ferait n'importe quoi pour s'occuper de nous. Alors qu'elle n'a pas encore rencontré Gus, Sharon cherche une maison plus grande pour y loger sa famille. À l'origine, nous habitions dans un duplex avec 2 chambres et j'avais déjà 3 enfants. J'ai trouvé cette maison qui avait suffisamment de surface habitable et un grenier aménagé. On pouvait y vivre à l'aise et avoir chacun sa chambre. Je la trouvais parfaite. Elle a emménagé depuis peu lorsque son nouveau voisin lui fait une étrange remarque. Il m'a dit, vous avez dû vous coucher tard hier soir. Je vous ai vu passer derrière la fenêtre et la lumière était allumée. J'ai répondu que non. Mais il a insisté en me montrant la fenêtre de la chambre. Si, je vous ai vu.
Je n'étais pas dans la maison. J'ai supposé que c'était l'ancien propriétaire qui finissait de nettoyer. Mais il n'aurait pas pu entrer, parce qu'elle avait déjà fait changer les serrures. J'ai une chatte qui s'appelle Samantha. En général, elle est très tranquille. Quand on a emménagé dans la maison, elle a commencé à devenir nerveuse. Quelque chose la dérangeait. Elle miaulait de façon très bizarre. Je me suis dit qu'elle avait peut-être mal quelque part, mais pas du tout. Physiquement, tout allait bien. Je m'appelle Donna, je suis une amie de Sharan et je travaille depuis 18 ans dans une clinique vétérinaire. Le miaulement que poussait ce chat était un miaulement de peur. Un soir, j'étais couchée. Il était tard. Les enfants étaient déjà endormis. Tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas. Juste au-dessus de ma tête, dans le grenier. Ils allaient et venaient. J'ai coupé le son de la télévision. Je les entendais toujours. J'étais seule et j'avais peur. Les nuits passent et Sharan continue d'entendre des bruits en provenance du grenier. Tous les soirs, elle entendait des bruits de pas. J'ai appelé Gus en lui disant que j'avais la lait et venait. J'ai coupé le son de la télévision. Je les entendais toujours. J'étais seule et j'avais peur. Les nuits passent et Sharan continue d'entendre des bruits en provenance du grenier. Tous les soirs, elle entendait des bruits de pas. J'ai appelé Gus en lui disant que j'avais l'impression que quelqu'un montait les escaliers. Pour moi, c'était forcément les voisins ou un bruit extérieur. Il m'a dit que ça devait être mon imagination. Et puis je n'y ai plus prêté attention. Des semaines plus tard, Gus emménage dans la maison avec elle et le couple débute une nouvelle vie à deux. Nous avons décidé de nous marier. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Nous étions au 7e ciel en apprenant la nouvelle. Sharan a accouché d'une petite fille, Niva. J'ai une chatte qui s'appelle Samantha. En général, elle est très tranquille. Quand on a emménagé dans la maison, elle a commencé à devenir nerveuse. Quelque chose la dérangeait. Elle miaulait de façon très bizarre. Je me suis dit qu'elle avait peut-être mal quelque part, mais pas du tout. Physiquement, tout allait bien. Je m'appelle Donna, je suis une amie de Sharan et je travaille depuis 18 ans dans une clinique vétérinaire. Le miaulement que poussait ce chat était un miaulement de peur. Un soir, j'étais couchée. Il était tard. Les enfants étaient déjà endormis. Tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas. Juste au-dessus de ma tête, dans le grenier. Ils Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions.
Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. J'ai demandé à Sharan où est le bébé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru à l'étage. J'étais en panique. J'ai regardé dans notre chambre, dans le grenier. Je courais partout pour trouver le bébé. Elle a couru dans une pièce, moi dans l'autre. J'ai compris que cette chose touchait mon bébé. Alors qu'elle n'a pas encore rencontré Gus, Sharan cherche une maison plus grande pour y loger sa famille. À l'origine, nous habitions dans un duplex avec 2 chambres et j'avais déjà 3 enfants. J'ai trouvé cette maison qui avait suffisamment de surface habitable et un grenier aménagé. On pouvait y vivre à l'aise et avoir chacun sa chambre. Je la trouvais parfaite. Elle a emménagé depuis peu lorsque son nouveau voisin lui fait une étrange remarque. Il m'a dit, vous avez dû vous coucher tard hier soir. Je vous ai vu passer derrière la fenêtre et la lumière était allumée. J'ai répondu que non. Mais il a insisté en me montrant la fenêtre de la chambre. Si, je vous ai vu. Je n'étais pas dans la maison. J'ai supposé que c'était l'ancien propriétaire qui finissait de nettoyer. Mais il n'aurait pas pu entrer, parce qu'elle avait déjà fait changer les serrures. C'est ici, dans la banlieue de Philadelphie, que Sharan rencontre son mari Gus et qu'ils décident de s'installer ensemble. Entourés de leur famille et de leurs amis, la vie semble vouloir leur sourire. Je m'appelle Sharan et j'habite en Pennsylvanie avec mon mari Gus, nos 4 filles et mon fils Kumar. J'ai été très impressionné par Sharan quand je l'ai rencontrée parce qu'elle élevait seule 3 enfants. Ma mère est un vrai roc. Elle ferait n'importe quoi pour s'occuper de nous.